bonsoir. Bienvenue dans votre podcast historique. Aujourd'hui, on parle d'histoire africaine, on parle de l'histoire générale de l'Afrique avec une citation d'un grand écrivain, Antoine de Saint-Exupéry, Lettre à un otage, 1942. Le désert n'est pas là où on le croit. Le Sahara est plus vivant qu'une capitale et la ville la plus grouillante se vide si les pôles essentiels de la vie sont désamantés. Le point important, c'est le Sahara est plus vivant qu'une capitale. Très important. Le Sahara est un putain de bassin actif. Il y a le commerce, il y a tous les échanges entre l'Afrique du Nord, l'Afrique noire, entre l'Afrique noire et le reste de l'Europe et de l'Asie à l'époque, parce qu'on n'a pas encore fait le tour, on n'a pas encore découvert le Cap Horn. Et donc, le Sahara est central dans toutes ces civilisations africaines, subsahariennes et d'Afrique du Nord. Alors, on va faire une petite frise, on va aller de l'an 300 à l'an 1250 parce que je dois un petit peu aller large. Je vais vous parler de l'Empire du Ghana, premier État africain noir à l'heure actuelle à la connaissance de l'histoire. Voilà, c'est un empire important qui est littéralement assis sur de l'or et le nom Ghana sera repris en 1957 par Nkrumah pour appeler le Golden Coast fraîchement indépendant. On a le développement du commerce transsaharien à partir de 600, là aussi très important parce que là ça va permettre les échanges des ressources entre le nord et le sud. Ça va permettre de mettre en place un système de commerce. Et donc, qui dit mise en place d'un système de commerce dit de l'argent. Qui dit de l'argent dit des États. Ces États vont se développer, vont devenir riches, vont avoir une importance, une administration. Donc, produire des sources et des traces utiles pour les historiens. Tu vois, comme quoi un tas de sable, ça peut être utile. L'islam arrive en Afrique dès 640. Vous devez voir l'islam comme un système complexe. C'est pas que de la religion, c'est aussi sociétal et culturel. On a une grande révolte berbère entre 739 et 743. Ouais, parce que bon... Encore en Égypte, ils sont bien accueillis, les musulmans. Allez, venez, on va se convertir. De toute façon, l'Empire byzantin nous casse les pieds. Autant les Berbères, ils ont un peu résisté. Le califat fatimide entre 909 et 1171. Le début de l'Empire éthiopien en 990. L'Empire éthiopien va chuter qu'en 1974. C'est le dernier État africain précolonial à avoir survécu. On a les Almoravides entre 1040 et 1147. Ces Almoravides vont jouer un grand rôle dans le déclin du Ghana. Alors, niveau carte, c'est très difficile de trouver des cartes de l'Afrique de cette époque parce que, voilà, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont faites. Et puis, surtout, quand tu tapes carte de l'Afrique, on te fout des cartes de la colonisation, ces cartes de merde. Mais bon, dans cette carte, on va voir trois éléments importants. West African Imperial System. En effet, en Afrique de l'Ouest, de par le commerce avec les musulmans, de par le Sahara, il va y avoir un système d'empires. Il y a trois empires qui vont se succéder entre 300 et 1591. Trois empires vont se succéder. C'est fort. Et puis des empires riches, importants, qui vont prendre les successions l'un de l'autre, et aussi d'autres États qui vont se développer. Et ça va tenir jusqu'à que les Européens découvrent la côte ouest de l'Afrique. On a l'Éthiopie qui est à part, qui est véritablement une citadelle assiégée d'États musulmans qui aimeraient bien lui faire le cul, donc elle est un petit peu sur la défensive. Et on a ce qu'on appelle le Bantou. Les Bantous, c'est une langue, c'est une culture, c'est une ethnie, c'est un groupe linguistique. Et donc, les Bantous, eux, vont aussi influencer. C'est-à-dire, il va y avoir une façon de travailler de la langue, l'économie, la politique. Et donc, voilà, ça va vraiment être un système à part, le système Bantou, qui va occuper toute l'Afrique centrale et l'Afrique du Sud. Quelques définitions. Les bantouphone parlent une langue bantou relative au groupe ethnique des Bantous. Ensemble de peuples parlant quelques 400 langues apparentées, dites bantou, présentes en Afrique, du Gabon aux Comores d'Ouest et en Est de la République centrale africaine à l'Afrique du Sud, du Nord au Sud. Un État est une autorité souveraine s'exerçant sur un peuple et un territoire déterminé. Une expansion, c'est l'action de s'étendre, de prendre plus de terrain ou de place en se développant. La Guinée, c'est comme ça qu'on appelait l'Afrique de l'Ouest à l'époque. L'islam, c'est une religion abrahamique s'appuyant sur le dogme du monothéisme. C'est-à-dire, c'est à la suite de toutes ces religions monothéistes comme le judaïsme ou le christianisme, et prenant sa source dans le Coran, considéré comme le réceptacle de la parole de Dieu révélée au 7e siècle en Arabie à Mahomet, proclamé par les adhérents de l'islam comme étant le dernier prophète de Dieu. Ils reconnaissent les autres prophètes, mais Mahomet, c'est le dernier, c'est the best of the best.
Le mont Cameroun, c'est un volcan du Cameroun, point culminant de la ligne du Cameroun et de l'Afrique de l'Ouest, avec selon les estimations 4040, 4070 ou 4095 mètres d'altitude. En gros, 4000 mètres d'altitude. Voilà, c'est le Mont Blanc. Une résistance, c'est l'action de s'opposer à une attaque par les moyens de la guerre. Je pourrais rajouter de la guérilla, mais bon. Un système social, c'est un réseau structuré de relations constituant un ensemble cohérent qui existe entre les individus. Quel plan nous allons suivre? Déjà, on va voir les objectifs, le plan possible d'un cours avec ce volume-là, et enfin la méthodologie. L'objectif, c'est l'avènement et l'impact de l'islam en Afrique, une étude régionale et la question même de l'État. Avènement et impact de l'islam en Afrique. Déjà, c'est l'arrivée de l'islam en Afrique, comment elle arrive, son expansion, c'est-à-dire comment elle se développe et les résistances qu'elle a pu rencontrer, l'impact de l'islam sur l'Afrique, parce qu'elle va modifier l'Afrique sur des rapports de société, de culture, mais aussi l'impact de l'Afrique sur l'islam, parce que toute religion qui se développe sur de grandes surfaces, il y a des modifications. Par exemple, être musulman à Lomé n'est pas la même chose que d'être musulman en Arabie, en Inde ou en Philippines. Et enfin, avoir l'intérêt historiographique, parce que même si on reste sur de la religion, on reste quand même sur de l'histoire culturelle et de l'histoire des sociétés. L'étude régionale, chaque partie de l'Afrique, parce que c'est très important. On va pas parler de l'Afrique. L'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Sud fonctionnent selon leur propre logique à cette époque-là. Et encore aujourd'hui, une vision politique, économique et sociétale très importante pour bien avoir toutes les problématiques en tête. Enfin, l'État. On va voir son apparition. Comment il apparaît? Parce que l'État africain médiéval, c'est pas l'État européen médiéval, c'est pas l'État asiatique médiéval. Sa formation, comment il se constitue dans le temps et dans l'espace? Parce que là, il y a toujours ces deux dimensions. De toute façon, un État, c'est une géographie, une histoire et une politique. Sa forme, politique, sociétale, économique, et un intérêt historiographique. Parce que qui dit État, dit administration, dit échange. Et toute cette administration, tous ces échanges, on en garde des traces encore aujourd'hui, fort utiles pour nous, les historiens. Le plan. Déjà, on va voir l'Afrique dans le contexte de l'histoire mondiale. Très important. L'avènement de l'islam et l'essor de l'empire musulman, ce qui permet de contextualiser. Les étapes du développement de l'islam et de sa diffusion. L'islam en tant que système social en Afrique depuis le 7e siècle. Les peuples du Soudan, mouvement de population. Les peuples bantouphone et leur expansion. L'Égypte, de la conquête arabe à la fin des Fatimides en 1171, la Nubie chrétienne à l'apogée de sa civilisation, la conquête de l'Afrique du Nord et la résistance berbère, l'indépendance du Maghreb, le rôle du Sahara et des Sahariens dans les relations Nord-Sud, et là, ça c'est un très gros aspect, un aspect très intéressant. Le Sahara a une histoire, mais d'une richesse. On a l'avènement des Fatimides, on a les Almoravides, commerce et route du trafic en Afrique occidentale. Là aussi, on va encore parler du Sahara. On a encore énormément de choses. La région du Tchad en tant que carrefour, la zone guinéenne, sa situation générale. La zone guinéenne, ses peuples entre le Mont Cameroun et la Côte d'Ivoire. On prend le nom Côte d'Ivoire, c'est pour vous donner une indication géographique. La Côte d'Ivoire n'existe pas. C'est une invention des colons blancs français. Les peuples de la Guinée supérieure, Côte d'Ivoire et Casamance, là on remonte sur le Sénégal, la Corne de l'Afrique, les relations de l'Éthiopie avec le monde musulman. Pas facile. La côte d'Afrique orientale et les Comores et l'intérieur de l'Afrique orientale. L'Afrique centrale au nord du Zambèze, l'Afrique méridionale au sud du Zambèze, Madagascar, très important, la diaspora africaine en Asie parce que on est très proche, les relations entre les différentes régions de l'Afrique et enfin un petit bilan, on va voir que c'est 5 siècles très formateurs. La méthodologie que l'on va prendre, on va avoir une méthodologie très historique, multiscalaire, c'est qu'on va jouer sur les jeux d'échelle, on va étudier l'espace au niveau de la région, au niveau du continent, on va jouer là-dessus. La linguistique, toujours et encore, parce que c'est très important pour voir les échanges, le culturel et l'impact de la religion sur l'histoire. Qu'est-ce que ça influence la religion sur l'histoire des gens? En conclusion, ce cours nous permet de voir l'islam et ses conséquences, le Sahara, véritable mère de civilisation, l'État, une étude régionale et les échanges qui en sont là aussi très cruciaux pour les rapports entre les États et pour les États eux-mêmes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez liker, partager, faire de la pub pour la chaîne, ça ferait extrêmement plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!